Sabéis que bueno, el hermano André es un gran historiador, entre otras muchas cosas, es un gran historiador y además es un gran historiador marista, uno de los grandes, diría yo, si me permite el hermano, uno de los grandes historiadores maristas. Y mucho de lo que leemos sobre Marcelino, sobre los primeros hermanos, sobre la fundación, es gracias al trabajo del hermano André. Cuando hablé por primera vez con él y le expliqué la intención de tener un momento de charla con el grupo de delegados de las provincias sobre el tema de solidaridad, desde el primer momento me dijo sí. Después vamos a aclarar cómo, pero sí, y es de agradecer. Me ha enviado, no sé, Bon. Ensuite, je suis désolé de ne parler qu'en français, mais c'est quand même la langue du fondateur et c'est un privilège pour vous de l'entendre, una vez más. Bon, et je vais immédiatement commencer mon propos en utilisant un PowerPoint où il y a beaucoup de choses écrites qui me serviront à moi, probablement plus qu'à vous, pour structurer mon discours. Et peut-être que parmi vous, il y en aura qui comprendront parce que le français, l'espagnol, le portugais sont des langues proches. Alors, je commence donc par mon titre « Action et pensée sociale de Marcellin Champagnat » en précisant une première chose. C'est que Champagnat ne s'est jamais pensé lui-même comme un homme social. Bien sûr, à son époque, notamment dans les milieux ecclésiastiques, on se pense comme missionnaire. Et notamment après la Révolution française, eh bien, le souci, c'est de rechristianiser la France et même christianiser le monde parce que l'Europe a vécu un bouleversement extraordinaire et dans certains milieux, on pense même que l'Europe a perdu la foi, qu'elle est en état d'apostasie et que la mission est indispensable à l'intérieur tout autant qu'à l'extérieur. Donc, les Européens, pour les missionnaires, sont des espèces de barbares, de nouveaux sauvages, qu'il faut, rechristianiser le plus rapidement possible. Et Champagnat, il est de cela. Les premiers maristes, ils sont dans cette perspective. Donc, c'est le sens de ma première image. Après le choc révolutionnaire, il faut créer un nouveau christianisme. C'est un thème qui existe dans le monde catholique, mais aussi dans les utopies
socio-politique. Et il est possible que beaucoup de vous ne connaissent pas bien l'histoire de l'Europe, mais par exemple, après Napoléon, la Sainte Alliance, patronnée par le tsar notamment, est un projet mystico-politique. Nous avons le libéralisme qui préconise les droits de l'homme avec la philanthropie qui remplace la charité. Nous avons l'ultracisme, les ultra-royalistes, les ultras. Eh bien, eux, ils veulent revenir au roi très chrétien. Et les premiers maristes aussi. Le roi très chrétien, c'est le roi de France. Ils ont le culte d'une royauté mystique. Il y a l'ultramontanisme avec Joseph de Maistre, qui n'est pas français, qui est savoyard, mais qui dit « l'ordre européen ne peut subsister qu'avec le pape comme clé de voûte de la tranquillité du monde ». Bon. Et puis commencent les socialismes utopiques. Et les deux premiers, le comte de Saint-Simon, qui préconise, alors justement, qui a fait un livre qu'on appelle le Nouveau Christianisme, et qu'il dit, voilà, maintenant nous avons changé de monde, les hommes qui comptent, ce ne sont plus les rois, les ministres, les évêques, ce sont les savants, ce sont les inventeurs, ce sont tous ceux qui maintenant sont dans le monde nouveau. Fourier, qui est un personnage un peu bizarre, préconise des sociétés d'harmonie avec des sociétés de 1200 personnes, 600 hommes et 600 femmes à peu près, parce qu'il y a dans son esprit 600 passions humaines, et pour que la société soit harmonieuse, il faut que chaque passion soit représentée. Bon, bref, le monde bouge. Il y a beaucoup de projets autour de cette notion de nouveau christianisme. Et de ce socialisme utopique va dériver un socialisme qui va utiliser des mots nouveaux, évidemment social, socialisme, inventé vers 1832, mais aussi solidarité. Aujourd'hui, nous croyons que solidarité est un mot chrétien, mais c'est un mot mis à la mode par les courants socialistes concurrents du christianisme et du concept de charité. Et je cite Félicité de Lamennais, un prêtre qui, lui, tente une espèce de synthèse entre tout cela, mais je n'en dirai pas plus. Et du côté catholique, n'oublions pas la grande idée que l'on trouve beaucoup chez les maristes notamment, c'est refaire une église à l'image de l'église primitive. L'église primitive étant manifestée par cor unum et anima una, un seul cœur et une seule âme, comme tout aux origines de l'Église, et c'est le thème d'une multitude d'associations catholiques, car le catholicisme, il ne faut pas l'oublier, il repose sur la hiérarchie, le pape, les évêques, etc., mais il repose aussi sur l'association. Le christianisme est un monde de frères et de sœurs, de congrégations, de confréries,
Et les premiers maristes sont une de ces associations, car dans les séminaires, il y a beaucoup de congrégations, des congrégations mariales, les congrégations du Saint-Esclavage de Marie, les congrégations qu'on appelle les AA, Assemblées des Amis. Et ces congrégations sont souvent secrètes. Elles groupent une douzaine de personnes qui se rassemblent pour des exercices de dévotion. Nous dirions, pour aller vite, qu'ils ressemblent beaucoup aux charismatiques d'aujourd'hui. Et les maristes sont une de ces congrégations. Donc je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Et leur objectif, évidemment, c'est la mission universelle, changer le monde à l'intérieur des anciens pays chrétiens, mais aussi à l'extérieur. Il faut aller vers les sauvages. Excusez-moi, les sauvages, c'est souvent les non-européens, et qui ont l'avantage d'être moins corrompus que les Européens. Donc le sauvage reçoit avec plus de simplicité, plus d'ouverture, la parole de Dieu que l'Européen complètement corrompu. Il y a une espèce d'idéalisme, on pourrait dire catholique, vers les peuples qui n'ont pas encore reçu l'Évangile. Et bien sûr, en même temps que la mission, on envisage la charité, c'est le mot, et les œuvres de miséricorde, nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, soigner les malades, visiter les prisonniers, etc. Donc voilà le projet du départ. Et Champagnat va le mettre en valeur dès le séminaire de Verrières, où il arrive vers 1805. Voici une représentation de ce séminaire qui est, comme vous le voyez, dans des montagnes. Je mets ici 2 textes de Champagnat sur sa vocation. Donc, ces résolutions, ne jamais retourner au cabaret sans nécessité, fuir les mauvaises compagnies, apprendre le catéchisme aux pauvres aussi bien qu'aux riches. Voilà, on pourrait dire, comment Champagnat conçoit sa mission vers 1810. Et là, on peut dire que c'est nettement social en même temps que missionnaire. Bon. Le frère Jean-Baptiste lui fera dire, en 1816, « Il nous faut des frères pour faire le catéchisme, pour aider les missionnaires. » Donc, c'est une fonction que les laïcs avaient très fréquemment, et pour faire l'école aux enfants. Alors, peut-être que c'est le frère Jean-Baptiste qui l'ajoute, mais il est vraisemblable que le père Champagnat avait cette idée. Cependant, au départ, le père Champagnat n'envisage pas l'école. Je vous présente ici le séminaire Saint-Irénée de Lyon, qui n'existe plus aujourd'hui. Voici une représentation qui n'est pas habituelle de ce séminaire. À l'heure actuelle, il est remplacé par une station de métro. Mais c'est là que les premiers maristes ont fait leur projet. Aïe. Qu'est-ce que je fais ? Alors, les pères maristes, donc Champagnat se réunit aux pères maristes et ceux-ci interprètent ainsi tardivement son projet. J'ai toujours senti en moi un attrait particulier pour un établissement de frères. Ma première éducation a été manquée,
je veux procurer aux autres des avantages dont j'ai été privé. Alors on voit très très bien ici le côté personnel, hein, c'est-à-dire moi en tant que personne, moi, Marcellin Champagnat, et voilà le côté social, je veux donner aux autres ce que je n'ai pas eu. Et ça paraît tout à fait intéressant. Et les pères maristes vont laisser Champagnat suivre cette voie sans vraiment la comprendre. Parce que les pères maristes ont une conception sacerdotale, on pourrait dire cléricale, de la mission. Pour eux, la mission, elle est menée par des prêtres. S'il y a des frères, ce sont les auxiliaires de la mission. C'est ce que dit le père Colin en 1839. Hein, un frère fait beaucoup plus de bien en servant les pères qu'en faisant l'école. Ce qui est la preuve d'une grande incompréhension de l'aspect missionnaire de l'école. Alors, c'est là que ça va pas. Bon, alors, première phase pour Champagnat, le temps de l'Avala. C'est-à-dire que Champagnat devient vicaire à Lavala et c'est le temps de l'offensive missionnaire en France, pas que de Champagnat. Je vous ai mis ici la couverture d'un livre très connu, Les missions religieuses en France sous la Restauration, qui sont des missions, on pourrait dire, politico-religieuses. Il faut rechristianiser la France par une alliance de l'Église et de l'État. Il faut la moraliser par des moyens spectaculaires et un peu de contrainte. Je vous le dis tout de suite, cette politique missionnaire sera assez mal reçue dans bien des endroits de la société. Et Champagnat, au début, il est dans cet esprit d'offensive missionnaire, rechristianiser la société, alors faire le catéchisme aux enfants, faire la charité envers les plus pauvres, je dirais pas contraindre les gens à la pratique religieuse, mais presque, la messe, ne pas travailler le dimanche, et puis aussi, ce qui sera mal vu, la morale publique, notamment la danse. Alors, d'ailleurs, vous lisez la vie du père Champagnat, il y a beaucoup de récits sur Champagnat qui réprime les danseurs. Et il part la nuit quand il y a des danses pour les empêcher, et puis là, empêcher l'ivrognerie, les mauvais livres, bref, Champagnat a un rôle social, mais un rôle qui est ambivalent, un peu de contrainte, assez conforme à ce que l'on trouve un peu partout en France à cette époque. Et les frères feront comme lui, hein. Alors, je vous présente Lavala, le village. C'est une reconstitution, hein. C'est pas absolument exact, mais on voit très bien la maison des frères à la sortie du village, et surtout, on voit la route qui monte, hein, vers le Velay, vers le puits, tout ça. Et il ne faut pas oublier une chose, les campagnes à cette époque sont parcourues sans cesse par toutes sortes de personnes, beaucoup de mendiants, de voyageurs avec des intentions plus ou moins bonnes. Et si les Champagnat créent cette maison à la sortie du village, sur la route de Luzerneau, c'est pour accueillir ceux qui sont de passage. C'est un hospice. C'est un lieu pour les pauvres. Et si on peut parler de social, là, il y a de quoi. Champagnat reçoit ceux qui passent, ceux qui demandent l'hospitalité. C'est un hospice.
Et je vais vous montrer des textes là-dessus. Alors, par exemple, dans les témoignages sur la cause de béatification de Champagnat, une dame dit que sa mère a dépouillé de leur vermine des enfants pauvres qu'il recueillait, qu'il instruisait, et dont quelques-uns sont devenus des frères. Alors, il y en a un qui est connu, c'est le frère Nilamon, Jean-Baptiste Berne, qui est un cas typique, qui est devenu frère, effectivement. Alors, je crois que dans beaucoup de cas, il a essayé et il a peu réussi. Mais enfin, voilà. Alors, il y a un autre témoignage, un jeune homme qui a vécu à Lavala avec les frères. Il dit « Je suis resté 2 ans entiers avec un autre élève, comme pensionnaire, et il couchait dans le même dortoir que les frères. » Ce qui montre qu'à Lavala, on n'est pas dans un couvent. On est dans une espèce de pensionnat, un lieu plus ou moins organisé. Bon. Et il raconte que pendant qu'il est là, une bande d'une dizaine de jeunes gens passe, mais ils partent le lendemain parce qu'on ne mange pas assez bien. Et il dit, il y en a quand même 2 qui sont restés. La maison, donc, nourrit mal les frères, on mène une vie très austère, mais en tout cas, on reçoit des groupes de jeunes gens. Et quand plus tard, un groupe viendra de la Haute-Loire en 1822 pour se faire frère, c'est presque une tradition. Ce n'est pas exceptionnel. Donc, me semble-t-il, Champagnat à Lavala, eh bien, il a une conception politico-religieuse de la mission. Ramener la société à l'ordre chrétien par l'autorité, alors l'autorité du prêtre et la charité. Et vous lisez le chapitre 5 de la vie de Champagnat, c'est absolument ça. Mais Champagnat et les frères prennent conscience que le zèle ostentatoire qui se montre ne suffit pas à refaire la société qui commence à n'être pas très satisfaite de cette méthode. Et arrive une chose, Champagnat découvre l'importance de l'école. Chez les frères maristes, l'école n'est pas première. Champagnat découvre la méthode simultanée des frères des écoles chrétiennes et l'applique à la campagne. Et il se rend compte que l'école peut être un moyen de transaction, en quelque sorte, entre le zèle missionnaire et la population et la société. Donc, Lavala, il me semble qu'il y a une évolution forte des premières années vers d'autres années où la modération va l'emporter. Alors, bon, je vais passer assez vite. Il attaque Lévis. Alors, on voit que les frères imitent Champagnat, parce qu'il y a un récit qui concerne le frère Jean-Baptiste et un autre frère qui, combattent un groupe de jeunes gens qui se mettent à danser. Le frère Jean-Baptiste met un crucifix par terre et leur dit « Marchez dessus si vous osez ». Et l'autre frère traite les filles de torchons de cabaret, ce qui est une insulte assez grave. Donc ces frères ont une attitude assez sectaire. Et il ne faut pas s'imaginer que tout est parfait. Et alors, je passerai rapidement là-dessus. Les premiers frères dans les écoles, ils ne se contentent pas de faire l'école. Ils font la quête pour les pauvres. Ils visitent les malades. Ils persuadent les pécheurs de pratiquer les sacrements. Bref, ils se comportent pour le moins comme des diacres et presque comme des prêtres. Et alors, on fait leur éloge dans la vie
de Champagnat, à mon avis, ils sortent de leurs fonctions, ils ont un comportement excessif. Et Champagnat, eh bien, devra y mettre bon ordre. Et les gens, d'ailleurs, on cite ce que disent les gens, ils disent que Champagnat rassemble des jeunes gens qui vont devenir des fainéants, ce sont des paysans qu'on met sur les livres, ça ne va pas leur convenir, et surtout, qu'est-ce qu'il veut faire? Et on l'accuse même de constituer une secte de béguins. Les béguins, ce sont des jansénistes, c'est la religion, oui, c'est la religion du XVIIIe siècle, donc très austère, et qui continue dans la région de Saint-Étienne. Alors on dit, il fait une secte. Et il est vrai qu'il y a un certain comportement sectaire chez les frères. Ce qui se comprend très bien, dans les origines d'une congrégation, la tendance, enfin l'une des tendances, c'est d'aller jusqu'à la secte. Et donc Champagnat devra remettre de l'ordre, et on le prie de remettre de l'ordre. Donc vous voyez, on peut dire que socialement, Champagnat et ses frères jouent un rôle missionnaire et social important, mais plein d'ambiguïté. Alors, Champagnat, encore en 1823, alors qu'il projette de construire l'Ermitage, il nous laisse une première de ses lettres. Ou plutôt, nous avons gardé cette lettre-là, nous n'en avons pas d'autres avant. En 1823, il dit, voilà, à Lavala, nous aurons beaucoup d'enfants et beaucoup de pauvres cet hiver. Dieu merci, nous les nourrirons. C'est typiquement du caritatif. Il se présente aussi beaucoup de novices, mais souvent, il dit, mais presque tous, pauvres et bien jeunes, ce sont souvent ceux qui descendent des montagnes ou qui montent. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement les jeunes gens du pays. Une chose frappante, Champagnat a recruté très peu de jeunes gens de Lavala. Les jeunes gens, s'ils réprimaient la danse, les jeunes gens n'étaient peut-être pas toujours d'accord. Et il dit, il y en a même qui ont passé l'âge, il y en a un qui ont passé 30 ans, et ils disent, il y en a un qui est cordonnier, et l'autre est un homme de rien. Homme de rien, il ne sait rien faire. Et alors c'est là qu'on voit l'utopie de Champagnat, qui est vraiment l'utopie, je dirais, typique des hommes de charité et des hommes sociaux. Avec rien, le bon Dieu fait de grandes choses. Bon. Alors, j'ai à peu près terminé avec Lavala. Donc, à l'issue de Lavala, donc, qui se termine en 1824-25, qui a commencé en 1817, eh bien, chez les frères est née une identité forte. Un bel exemple, les frères maristes considèrent que leur origine, c'est à Lavala en 1817 et pas au séminaire en 1816. De ce point de vue-là, ils se verront toujours distincts des pères maristes. C'est une spiritualité missionnaire, mais non cléricale. Ils sont des frères. Par certains côtés, ils sont un diaconat au début. Et ce sont des gens du peuple, ils ont conscience d'être du peuple et d'être les éducateurs du peuple. Et une mystique du nombre, c'est-à-dire on cherche à recruter tous ceux qui passent. Quelle que soit leur origine, tout ça, c'est ce que j'appelle un populisme, c'est-à-dire la croyance, je dirais en quelque sorte que le peuple, même s'il est marginal, c'est le sauvage en quelque sorte, celui-là est capable de recevoir la mission. Et l'école commence à devenir la base sociale qui va servir, je dirais, à réguler l'action de Champagnat et de ses frères.
Et quand ils seront à l'Ermitage, une chose va se rajouter qui sera d'importance majeure, le style monastique. Et en même temps, l'action caritative un peu folle du début, on accueille tous ceux qui passent, cette action sera marginalisée. Donc j'entre dans une nouvelle phase, l'Ermitage, donc avec ici la représentation, la première représentation de l'Ermitage. Donc j'en mets 3 aspects. Il faut renoncer à une action missionnaire politico-religieuse. Fini avec l'autorité. Maintenant, on se met au service. On se spécialise dans l'école et les enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des adultes, mais pas prioritairement. Et on a un style de vie monastique, c'est-à-dire que au lieu de se fondre dans la société, d'aller à la société, on va se mettre un peu en retrait et assurer une espèce de, de base missionnaire pour accueillir la société, mais ne pas se laisser manger par elle. Parce que Champagnat a bien vu qu'à Lavala, bien sûr, les frères agissaient sur la société, mais à l'inverse, la société agissait sur eux. Et beaucoup de frères s'en allaient. Donc, en quelque sorte, ils étaient trop mêlés à la société, lui semblait-il. Alors, il y a quand même 2 phases dans l'Ermitage, et peu de monde le rappelle. Au début, ce n'est pas Notre-Dame de l'Ermitage, c'est l'Ermitage de Notre-Dame. Ce qui veut dire que l'Ermitage est vu comme une cité mystique, une cité idéale, comme en font les socialistes utopiques. Fourier voulait une société idéale. Et il y en a d'autres qui vont chercher ça. Il faut dire que les Champagnats et les premiers maristes sont dans cette idée de société idéale. Alors bien sûr, ils devront déchanter. En 1824, on rédige un prospectus dans lequel on propose aux communes des frères au meilleur marché possible pour enseigner de manière acceptable. C'est très important. À l'époque, il y a très peu d'instituteurs formés. Donc, de bons instituteurs pour pas cher. C'est formidable. Bon. Et l'aspect caritatif passe au second plan. On ne recevra plus les enfants. On a bien prévu de les recevoir. Dès qu'on aura la possibilité de faire tourner une roue pour avoir de l'énergie sur le giet. Si on s'établit sur le giet, c'est aussi pour la force motrice. Mais ça ne se fera pas. Bon. Et je dirais, le projet va rapidement échouer parce que les prêtres avec lesquels Champagnat avait prévu de travailler, de constituer une société de prêtres, ça va être un échec total. Donc, une première partie à l'Ermitage est un échec. Alors, on passe à une autre phase qui va être en quelque sorte définitive. Une mission plus modeste dans un monde pervers. Parce que Champagnat se rend compte qu'il a échoué dans sa tentative de créer une société de maris groupant des prêtres et des frères. Et il ne faut pas oublier que son projet, les prêtres ne sont pas d'accord avec lui, mais les frères non plus. Parmi les principaux frères, il y en a qui s'en vont. Donc il doit pratiquement recommencer cette œuvre, et c'est là qu'il devient beaucoup plus pessimiste. Dieu veut cette œuvre dans ce temps où l'incrédulité fait de si affreux progrès. Dieu veut cette œuvre en ces temps pervers. Et c'est là qu'il rappelle le psaume « Nisi Dominus edificaverit domum »,
si le Seigneur ne bâtit la maison. C'est-à-dire, j'ai voulu bâtir une maison, mais Dieu n'était pas d'accord. Et il renonce à fonder une société de mari de prêtres, mais il se considère comme l'homme de la société des frères, et il va organiser ses frères en congrégation. Mais cette fois, avec l'idée de service, et non pas l'idée précédente, beaucoup plus politico-religieuse. Et quand viendra la révolution de 1830, très anticléricale, anticatholique, eh bien, on peut dire que Champagnat aura anticipé, et son œuvre résistera à la révolution. Alors bon, voilà. Alors, son œuvre dorénavant, eh bien, ce sera une œuvre avec un centre, l'Ermitage, où on forme les frères. Alors, et les écoles seront les filiales et des pôles de civilisation chrétienne. J'appelle cela une utopie monastico-scolaire. Ça vaut ce que ça vaut. Mais, alors, il ne faut pas oublier que les écoles normales à cette époque forment des élèves un peu dans le même système. Bon, en tout cas, dorénavant, la fonction enseignante est vue comme vocation, mission, ascèse. Alors, vocation, c'est important parce que jusqu'alors, la fonction enseignante n'était pas vue comme une vocation. Donc, bien des frères ne vont pas rester auprès de Champagnat parce qu'ils n'imaginent pas qu'ils aient une vocation. Et Champagnat passe son temps à dire aux frères, attention, vous avez une vocation, vous avez une mission à accomplir. Et alors, l'ascèse, parce que la fonction enseignante ne paye pas. Et puis, c'est une vie donc très difficile. Il faut mener la vie conventuelle. Alors, n'oublions pas ceci. Une cour pour les enfants, ce qui est rare à l'époque. Un jardin pour les frères. Alors, le jardin pour se nourrir, mais aussi comme cours de récréation pour eux. Et les frères passent leur journée en exercice de piété le matin, exercice de piété le soir, et pendant la journée, ils sont à l'école. Alors, par contre, ils n'ont pas de fonction ecclésiastique, ils ne sont jamais sacristains. Souvent, ils seront chantres dans l'église, ils surveillent les enfants, mais ils limitent leur action dans l'église. Les classes, évidemment, c'est beaucoup de catéchisme, beaucoup de prières, mais surtout, le gros travail, c'est de discipliner les enfants, parce que les enfants, ce sont des petits sauvages. Ils n'ont pas l'habitude de l'école, enfin beaucoup d'entre eux. Donc, discipliner des enfants, c'est vraiment difficile. Comme aujourd'hui, quand on va dans les quartiers difficiles, qu'on trouve des enfants livrés à eux-mêmes en bande organisée, c'est cela que les frères trouvent devant eux. Donc nous avons souvent une idée de l'école qui est une école déjà policée. Les enfants, se mettent assez naturellement en ordre. Ils savent ce que c'est qu'une école, ils savent ce que c'est qu'une classe. À l'époque, beaucoup ne savent pas. Et les frères, doivent faire avec. Et puis quand les frères se mettent à frapper les enfants, parce que ça se fait souvent quand même si Champagnat n'est pas d'accord, les parents viennent et ils veulent casser la figure aux frères. Parce que le frère, il peut bien avoir une soutane, ce n'est jamais qu'un instituteur. Un instituteur, c'est un domestique en quelque sorte. Il n'est pas estimé. Il va donc falloir beaucoup de temps pour que les frères fassent estimer leur fonction. Et pour cela, ils ont un habit et ils essayent de s'imposer par leur vertu, par leur bon exemple. Mais c'est un travail qui va durer des dizaines d'années. Alors, il n'y a pas besoin de chercher d'autres fonctions sociales. Les frères sont parmi ceux qui ont imposé l'idée d'une dignité
de l'enseignant dans le domaine élémentaire. Donc voilà, et ça se fait entre 1820 et 1840, voire encore après. Mais je dirais au milieu du siècle, ça commence à devenir assez normal. Donc l'école a une fonction civilisatrice. Et surtout, ce n'est pas les enfants du petit village qui viennent, c'est les enfants de tout un secteur. Alors, on a même établi des catégories. J'ai mis les besaciers. Une besace, en français, c'est un sac porté par les pauvres sur leur dos, dans lequel ils mettent leurs provisions, c'est-à-dire le lard, les pommes de terre pour la semaine. Ils viennent à l'école le lundi, ils repartent le samedi. Pendant la semaine, ils ont mangé la soupe avec les provisions qu'ils ont apportées. Je fais une parenthèse, la fameuse table de Lavala, que tout le monde trouve symboliquement plus qu'intéressante, elle est probablement une table qui servait à des besaciers. C'est pourquoi il y a beaucoup de tiroirs, parce que les enfants mettaient dans les tiroirs leurs provisions, je pense. Bon, et puis il y a les caméristes qui vivent dans une chambre, alors qui sont des pensionnaires, caméra, chambre. Et il y a les forains, ceux qui viennent des communes d'à côté, qui sont de l'extérieur, qui sont des étrangers. Et ceux-là viennent. C'est-à-dire l'école est un centre. Les frères ne vont plus dans les hameaux, comme au début. Les enfants viennent à eux. Et alors, ils viennent à eux dans une ambiance conventuelle et où on peut tenter de les civiliser. On les civilise comment ? Catéchisme, matière profane. Alors, pour Champagnat, les matières profanes sont secondaires, ce ne sont que des appâts pour les parents, mais en fait, c'est de plus en plus important. Et puis, on apprend aux enfants la civilité. On les apprend à parler français. Ils ne savent pas. On leur apprend un minimum de politesse, du moins dans la mesure où les frères sont eux-mêmes un peu initiés à cela. Ce n'est pas toujours le cas. Bon. Donc, vous voyez, l'école comme institution sociale, école comme pôle de civilisation. Bon. Et alors, pour ça, Champagnat a choisi la dialectique, proximité, distance. Le frère, il ne doit pas sortir de son école, théoriquement. Il est dans un habit particulier. Donc, il doit mener la même vie qu'à l'Ermitage, théoriquement. Et c'est l'idée que pour agir sur la société, il ne faut pas être dedans. Il faut avoir avec elle une certaine distance. Pour lui servir d'exemple, pour lui dire « je ne suis pas le miroir de toi ». Et il me semble que c'est une stratégie capitale pour l'éducateur. Alors, ceci étant, il se peut que les congrégations, et les frères maristes en particulier, soient allés un peu loin dans cette affaire. Bon, passons. Ce serait trop long d'aller plus loin, mais je pose cette idée. Bon. En tout cas, les frères, ils respectent les autorités du village. Par exemple, ils ne cherchent pas à influencer les autorités civiles, ils ne cherchent pas à influencer les curés. Bon, mais c'est difficile pour eux. J'y arrive pas. Pourquoi ça ne va pas ? Ça va, là ? Oui. Alors, ceci étant, je crois qu'il faut que je finisse bientôt. J'ai combien de temps encore ? 10 minutes ? Ça va aller. Bon. Alors, au niveau, il faut bien penser à ceci. Après 1830, se pose en France ce que l'on appelle la question sociale. C'est-à-dire que une classe ouvrière s'est constituée parce que l'industrie a beaucoup progressé. Les ouvriers sont de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus d'usines. Et les frères maristes naissent dans une des zones de France qui s'industrialise le plus vite. Les premiers trains fonctionnent
à Saint-Étienne, Saint-Chamond, tout ça, donc la zone, Champagnat a pris le train. Donc en 1830, il commence à y avoir des lignes de chemin de fer. Il y a de la métallurgie, il y a du charbon, et les ouvriers commencent à dire, mais attendez, nous voulons plus de justice, nous pouvons nous défendre, bref, il y a une question sociale qui se pose. Champagnat ne la comprend pas. Vous voyez, par exemple, en 1934, il y a les ouvriers de Lyon qui se révoltent. Que dit Champagnat? Qu'ils seraient heureux, ces ouvriers, s'ils ne fussent jamais sortis de leur devoir. Pour lui, il ne comprend pas que les ouvriers se révoltent. Parce que, dans sa tête à lui, se révolter, c'est faire la révolution. Et la révolution, c'est l'horreur, c'est le mal. Lui, son idéal, c'est toujours de bons chrétiens et de vertueux citoyens dans un monde pacifié. Il ne comprend donc pas la question sociale, même s'il est proche. Et puis, j'ai mis un extrait d'instruction sur la manière de remplir son emploi. Champagnat dit « Un État est florissant quand chacun est content de son sort, qu'il se tient au repos dans sa condition, etc. » C'est-à-dire une société stable, une société où chacun a une place et où chacun est à sa place. Mais ce n'est pas la société vers laquelle on va, à son époque. Et lui, me semble-t-il, pratiquement, il s'adapte très bien à une société qui bouge, et même il fabrique littéralement une société qui bouge en instruisant les enfants. Mais, me semble-t-il, il y a là une contradiction. On veut une société stable, et en instruisant les enfants, on fabrique une société qui bouge. En quelque sorte, il y a une contradiction entre le social et le politique. À développer, si on veut, c'est pas facile. Donc pour Champagnat, on ne verrait que des ordres, confusion, procès, révolution et renversement de l'État s'il y avait des révoltes. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas faire de Champagnat un homme qui comprend la question sociale. Je reviens maintenant à une chose qui rappelle Lavala. Au début, on recevait beaucoup les pauvres. Et Champagnat, après, je vous l'ai dit, a renoncé. Et à la fin, après 1830, des frères sont envoyés dans ce que l'on appelle des providences, c'est-à-dire des orphelinats. Donc Champagnat va consentir à envoyer des frères pour s'occuper des orphelins dans des petites œuvres, quelques dizaines d'enfants. Mais manifestement, c'est un type d'œuvre qui n'est plus adapté, qui est traditionnel, et les frères maristes, on peut dire, n'investiront pas dans les orphelinats de manière massive. De même, les patrons de l'industrie, qui sont les amis et les bienfaiteurs de Champagnat, vont lui demander des frères pour l'école de leurs usines, les écoles de leurs usines. Et donc Champagnat va consentir à leur envoyer des frères, mais là, après Champagnat, les frères vont développer beaucoup d'écoles industrielles, mais avec des fortunes diverses, parce que les frères seront considérés comme on pourrait dire les auxiliaires des patrons. Et ça se passera assez mal dans certains endroits. Mais je n'ai pas le temps de développer. Donc vous voyez, sur le plan, ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt social, je crois qu'il n'y a pas grand-chose après Lavala. Alors, il y a d'autres projets non aboutis, par exemple une colonie agricole, une école pour les sourds-muets, mais ces projets, donc, Champagnat y avait pensé, mais il n'a pas développé. En somme, l'essentiel de l'effort, ce sera l'école de village ou le pensionnat
dans certaines villes. Donc je suis en train de terminer. À la fin de sa vie, Champagnat, vers 1838, il avait l'idée que la France était dans un état assez pervers, que le christianisme était en danger en quelque sorte. Il va retrouver quand même à la fin un certain optimisme, notamment en voyant les Parisiens, parce qu'il se rend à Paris pour obtenir sa reconnaissance légale. Il est tout surpris de voir qu'il y a des Parisiens qui ont de la religion. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. Donc la France fournit des missionnaires. La religion ne périra pas encore en France, il y a trop de ressources. C'est-à-dire qu'il change un peu par rapport aux 15 années précédentes. Et il va mourir, je ne dirais pas optimiste, mais relativement quand même rassuré sur un certain avenir. Et puis aussi, je crois, le système scolaire qu'il a mis en place, il voit bien qu'il fonctionne. Et qu'on lui demande des frères de tous les côtés. Alors, en conclusion, je verrais que ceci, moi, Champagnat serait à situer parmi les ecclésiastiques et les intellectuels catholiques inquiets sur l'avenir d'une Église catholique, bien sûr, qui a été affaiblie par la Révolution, qui est trop soumise à l'État et qui est en but à l'hostilité d'une grande partie de la société. Donc Champagnat a été un homme inquiet de voir une société ne pas redevenir vraiment chrétienne. Et alors, plutôt que de se lamenter, il a répondu par la mission. Donc je vous l'ai dit, une première phase offensive, utopique, en croyant qu'en obligeant les gens à la pratique, on les ramènerait. Il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Et il a pris la deuxième étape, avec l'école comme pôle de civilisation chrétienne, bien sûr, avec l'enfance considérée comme la clé de l'avenir. Et moi, il me semble que son projet a été vu comme problématique, parce que pour le clergé, les écoles des frères sont trop laïques. Elles ne sont pas assez... ils voudraient encore plus d'écoles, plus de religion et tout ça. Pour l'État, elles sont trop religieuses. Et le frère enseignant, à mesure que le siècle passe, eh bien, il va être dans une situation un peu ambiguë. Il est à la fois un clerc, un laïc, un moine. Il est dans une situation un peu délicate. Et on peut dire que le missionnaire, le frère au XIXe siècle, donc c'est une grande réussite, mais une réussite qui va s'arrêter en 1903, quand l'État va supprimer les congrégations, parce qu'elles n'ont pas réussi littéralement à se faire reconnaître par la société dans son ensemble. Par contre, les congrégations seront capables de s'internationaliser. Et alors là, dans d'autres pays, elles vont jouer un rôle social et religieux, bien sûr, assez considérable. Donc voilà, je crois que j'ai accompli mon contrat et je vous remercie de m'avoir écouté malgré l'heure difficile.